vous savez. La première partie, ce sera donc le biais du climat, fait par Oscar et Raphaël. Vous aurez l'occasion d'aller un petit peu de les défendre, bien évidemment. Et ensuite, on aura donc Benjamin et Tigane qui feront l'interview de la Duclos sur la thématique d'Oxfam et peut-être que nous avons annoncé. Et enfin, vous, public, aurez l'occasion à la fin de poser vos questions sur les sujets que nous avons abordés, sur les thèmes qui nous sont à cœur. Bon, merci. J'aimerais juste vous faire un petit rappel. On a un stand Oxfam, donc à la fin de la conférence. Donc, pour les intéressés, n'hésitez pas à venir pour discuter, échanger autour de cette thématique. Vous êtes les bienvenus. Bonne conférence, merci. Alors, bonjour Madame Duflo, bienvenue à l'école de management. Alors, votre carrière est aussi fournie que les sourcils de France Info. Vous êtes né à 19 Saint-Georges en Seine-et-Marne en 1975, l'année du début de la guerre civile en Angola, mais on s'en fout, c'est en Afrique. Vous avez été secrétaire national des Verts entre 2006 à 2010, puis de drogue, écologie et Verts de 2010 à 2012. Vous êtes ensuite élu dans la 6e circonscription de Paris et mise à la tête du ministère du Logement et de l'égalité des territoires dès 2012 à fin mars 2014. Vous faites éliminer au premier tour des législatives en 2017, puis vous quittez la politique pour rejoindre Oxfam en tant que directrice générale de France jusqu'à aujourd'hui. Dommage que Manuel Valls, ce grand humaniste, n'ait pas perdu au premier tour. Il se serait peut-être engagé pour Amnesty International, puis une semaine après pour le gouvernement saoudien, et enfin pour finir dans le mouvement MeToo. Parlons maintenant de votre engagement pour le développement durable. Difficile d'attaquer cette position aujourd'hui. On aime tous les arbres et les petits oiseaux qui chantent. Ce serait vraiment bête s'ils disparaissent à cause d'un gros à la neige et au prénom d'un canard idiot de 100 km pour les dessins animés. À chaque fois, secrétaire, vous êtes un poste qui, selon la chose de France, vous va bien, vous êtes une femme. Et heureusement, avec le commerce, les étudiants sont en classe cultivée, comme vous pouvez le voir. On ne vous fera pas la peine de dire que le secrétaire qui fait grève est un comptable. Durant votre campagne en 2009, vous proposez 3000 médiateurs de la tranquillité publique. Alors qu'est-ce que c'est? Wikipédia n'a pas dit. C'est un peu comme la voisine de Paris et du Pont-Avenant, c'est flou. Votre première décision en tant que conseillère régionale est d'obliger les entreprises financières de votre alentour à fournir les éléments permettant de vérifier l'absence de lien avec les paradis fiscaux. Vous avez fait trembler le monde de la finance grâce à cette mesure. Et Jean-Claude Juncker s'est tendu dans ce pas. Parlant de l'Europe, écologie et Verts. C'est à la suite de votre combat pour intégrer les Verts français dans le parti européen que vous prenez la tête de ce parti en France. Des têtes d'affiche au charisme de certains vous critiquent pour votre management à la tête des Verts européens. Nicolas Hulot, par exemple, qui on le sait, a fait 150 fois plus que vous au ministère de la Transition écologique. Daniel Cohn-Bendit, qui est connu pour sa loyauté et la ténacité de ses idées. Et Noël Labert, qui est comme Noël Labert, inutile. En dépit de cela, vous êtes cité dans le top 100 des penseurs de demain, au même titre que Joseph Stiglitz ou James Cameron, ainsi qu'à Alain Finkielkraut. Vous parvenez également à devenir la troisième force politique derrière l'AMP et le PS. Troisième, ça va vous faire un point commun avec les Edge, et vous avez pas eu 60% de vote. Nous avons parlé des Verts français, des Verts européens, parlons maintenant du ministère, la loi du feu. Passer de 20 à 25% de logements sociaux, mobilisation du foncier public, faute des codes pour gratuité de la cession de terrain de l'État pour la construction de la HLM, etc., etc. Tout ça pour les pauvres, pour les assister. Moi, ça me dégoûte qui travaillent vraiment. On devrait les envoyer peut-être en nouvelle catégorie, peut-être que 200 ans plus tard, on pourrait faire comme les Anglais et les Australiens et être fiers de ce que sont devenus nos indigènes. Sur votre politique du 40 000 logements, l'État n'en a créé que 30 000. Quand je dis que, ce n'est pas péjoratif, c'est juste que ça fait 30 000 logements qui vont aider les gens dans le besoin. Et merde, et on les pousse à être systémaires. On leur crée le logement, on leur donne le chômage, le RSA, les allocations familiales, la sécurité sociale. Et en plus, on les laisse vivre sur nos banques publiques. Maintenant, on aimerait parler de choses plus légères, trois plus particulièrement. La première, c'est cette affaire sur laquelle nous sommes tombés. Un jeune de 20 ans a été jugé le 30 avril pour vous avoir harcelé cette Duflo par amour. Nous aimerions savoir comment il vous a harcelé. Peut-être que les étudiants se reconnaîtront dans ces pratiques. Toute occasion est bonne à prendre pour faire l'éducation d'un individu masculin particulièrement insistant, c'est-à-dire des connards. La seconde chose, c'est ces deux phrases que vous avez prononcées. Quel est le féminin de candidat au cantonal? C'est suppléant. Et la deuxième, moi j'adore manger, mon pire souvenir de ministre, c'est de manger quelque chose de super bon avec un connard. On ne peut pas dire que vous manquez d'humour. De l'un, on dit page suppléante, on dit secret des verts. Et ce qu'on veut des verts, les cantonales, la plupart des gens s'en foutent. Et les trois, j'espère qu'un jour, même, ils ne seront jamais la réalité, ils ne seront plus de la réalité.
Par contre, la deuxième phrase, j'adore. Parce que un canard plaqué, c'est super bon et ça rentre bien dans la phrase. Moi, j'adore manger, mon pire souvenir de ministre, c'est de manger un canard plaqué avec un connard. Ou encore manger un connard plaqué avec un canard. Ou encore manger un connard placé avec un canard, de manger Jean-Vincent plaqué avec un canard. Enfin, on va terminer par cela. Après avoir fait des blagues misogynes, méchantes, gratuites, nous allons nous insurger contre les blancs, chrétiens et oppresseurs, c'est-à-dire l'ULP. En effet, rappelez-le, vous avez été cité car vous aviez mis un symbole du machisme environnant dans l'Assemblée. Ces enfants-là, aujourd'hui, seraient qualifiés de harcèlement. Citer une femme en raison de sa tenue, c'est le début. Mais comme dirait la Ligue des fronteurs du RERB de Paris, qu'est-ce qu'un homme harceleur si ce n'est pas un homme irrésistible à qui on n'a pas de problème? D'après l'homme irréprochable et irrésistible de l'Assemblée, M. Macron, vous auriez mis 7 ans parce qu'on vous a mis et que l'Assemblée n'écoute pas ce que vous avez à dire. J'ai hâte que ce cher monsieur retourne à Levallois-Perret et qu'il s'étouffe avec sa connerie. Madame Duflo, bonne conférence. Toutes les blagues. Je re-regarderai sur Facebook live pour les trouver. Je voulais juste réagir sur un point. D'ailleurs, quelque chose que je trouve assez étonnant. Donc, je suis beaucoup plus vieille que vous, je pourrais presque être votre frère, bon, je suis majorité 7 ans fille. Et à mon époque, on aurait fait le même type de blague misogyne, mais sans ensuite expliquer que Camille et tout ça est un peu là. Donc, vous êtes la génération intermédiaire. Je ne doute pas que vos enfants, parce que ça arrive un jour, je ne sais pas si vous aurez des enfants, mais vous aurez 43 ans, je vous le souhaite, peut-être qu'il y aura plus besoin ni faire des blagues misogynes, parce qu'on doit faire un autre genre d'humour, ni même de traiter les harceleurs et autres phallocrates de connards, parce qu'ils auront régressé. Donc c'est mon souhait le plus cher. Pour une raison simple, c'est que je pense que ce combat-là, que vit votre génération de façon publique, c'est un combat fondamental, le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que je pense que l'assignation de genre, le fait de dire que le secrétaire est en jupe, le fait de dire que c'est tolérable, un certain nombre de choses, c'est quelque chose forcément qu'on vit et dont on n'est pas conscient. C'est le principe même des stéréotypes. Et donc, quand vous m'avez posé la question de savoir s'il y avait dans cette amphi des gens qui sont des harceleurs, statistiquement, oui. Je ne vais pas vous désigner lesquels, ce serait embarrassant. Mais il y en a sûrement certains, et surtout certaines, qui supportent parce qu'on les a préparés à supporter. Pourquoi le mouvement MeToo est si important? Parce que moi, qui suis en 1975, j'ai vécu des choses qui aujourd'hui seraient qualifiées de harcèlement, sans vouloir absolument pas une seconde mettre le mot dessus. Quand on parle du harcèlement dans les transports en commun, ça c'est quelque chose de très particulier. Et c'est la force du mouvement MeToo, c'est d'avoir montré que en fait, toutes les femmes ont cette expérience-là, en n'ayant jamais pensé que toutes les femmes l'avaient. Et à l'inverse, que les hommes ne se sont pas rendus compte qu'on vivait comme ça. Je vais être un peu brutale, mais quand on rentre dans un métro tard le soir, et qu'on est une fille, on regarde un peu autour qu'il y a pour savoir où est-ce qu'on s'installe. Quand on rentre dans un métro bondé, on se dit quelque part un peu dans sa tête que c'est possible qu'on nous touche les fesses et les seins ou ailleurs. Jamais quand on est un garçon ou un homme, on rentre dans un métro en essayant de voir s'il y a une nana un peu haute assise quelque part. Et jamais quand vous rentrez dans un métro, dans un tramway, vous pensez qu'une des filles pourrait vous toucher la tête. Ça ne vous arrive pas. Ça ne fait pas partie de votre paysage mental. Et donc le principe même des stéréotypes, le principe même de tout ça, c'est qu'en fait, on ne se comprend pas forcément parce que les hommes n'imaginent pas ce que les femmes vivent, parce que les femmes pensent que c'est presque normal. C'est pour ça que le mouvement MeToo est si formidable, et s'il y a une seule raison pour défendre les réseaux sociaux, c'est que toutes les femmes du monde entier se sont rendues compte qu'elles partageaient une expérience commune. Et que moi, et je pense beaucoup de femmes comme moi, ça a fait remonter à la surface un certain nombre d'événements où on avait vécu ça comme une sorte de fatalité, en se disant qu'en fait, là, ça devrait être une fatalité. Donc oui, j'espère qu'il y aura peu de blagues sur Valérie sur qui que ce soit, sur cette espèce d'a priori spontané, sur le fait que, et je vous souhaite beaucoup, que les femmes se limitent dans leur choix carrière, qu'on intègre le fait que quand on recrute un mec de 40 ans qui a 3 enfants, on dit c'est bien, lui il est stable, et une nana de 35 ans qui a 3 enfants, on dit ah ouais, là, ça va être le bordel avec les enfants malades, etc., etc., etc. J'ai entendu chiant, parce qu'il y a un ministre qui a expliqué que s'il y avait 20 femmes dans son cabinet ministériel, enfin une seule, sa conseillère parlementaire, qui l'appelle d'ailleurs par son prénom, c'est parce que la quantité de travail qui est demandée aux gens qui travaillent dans le cabinet,
forcément, les femmes elles privilégient leur équilibre de vie personnelle. Ça sous-entend plein de choses. C'est aux femmes de s'en occuper, d'autres, quand il y a des enfants, c'est normal et socialement acceptable qu'ils s'occupent plus du tout de la maison, que ce soit sa femme qui le fasse, etc. Donc je fonde beaucoup d'espoir sur votre génération, qui a été éveillée à la conscience politique, au rapport entre hommes et femmes, avec cette vague de tout pour que les choses ne se reproduisent pas et pour que quand vos enfants organiseront une conférence ici, c'est plus du tout à faire ce genre de blague. Voilà, c'est la réaction principale que j'ai à faire à votre vieil humour. Donc, les choses étaient drôles, d'autres un tout petit peu moins, mais globalement, il y avait quelques efforts. Je profite pour dire que je suis née à Villeneuve-Saint-Georges, qui est dans le Val-de-Marne, encore en Seine-et-Marne, mais bon, c'est dans le haut de la France, c'est bon. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu notamment sur ces sujets qui sont assez forts, sur lesquels on reviendra d'ailleurs dans une partie de vos questions. Donc, avant de passer aux questions de curiosité, si on peut dire, est-ce que vous pourriez parler de votre parcours et également ce qui vous a amené chez Oxfam? Alors, je vais faire une réaction un peu différente de ce qui vous a été présenté. En fait, il se trouve qu'après les études, j'ai commencé à travailler pendant 10 ans, parce que, évidemment, personne n'a vu, puisqu'on a toujours l'image que les politiques, ils ont fait la politique toute leur vie, ils en font toute leur vie, et que s'ils en font pas, on explique qu'ils se sont recasés, et que s'ils en font toujours, qu'ils s'accrochent, donc de toute façon, il y a zéro solution. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur du logement et du logement social. Ensuite, j'ai commencé à faire la politique quand j'avais 26 ans. J'ai été élue municipale et très vite, j'ai eu des responsabilités dans mon parti qui était les Verts à l'époque, dont je suis devenue la secrétaire nationale. Après cette première expérience, j'ai participé effectivement à la naissance d'un collectif à la place où j'étais, c'est-à-dire secrétaire nationale du parti politique, donc pas de grande star. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une vidéo de 2010. Et je me dis, si je l'aurais autant fait aujourd'hui qu'à l'époque. Parfois, quand on vieillit, on se radicalise. Où il faisait réagir aux propos d'Annie Cohen-Bendit, de José Bové, de je ne sais plus quoi, sur moi, sur la façon dont je gérais le parti. Effectivement, quand on est complètement libre, qu'on fait son vœu, qu'on va à la réunion des aucun mandat collectif, c'est hyper confortable. Je vais vous dire pourquoi je sais que c'est mon cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle pour Oxfam, avec la liberté totale, mais je n'ai rien à dire sur la vie politique, l'égalité des uns et des autres, ni à la défendre, ni à calmer, donc c'est extrêmement confortable. À l'inverse, à l'époque, j'ai été tenue par ça, donc c'était un rôle compliqué, mais je suis heureuse de l'avoir fait, parce que ça a permis l'émergence de l'Europe Écologie Les Verts, qui a été un nouveau parti politique avec une nouvelle étape, et puis surtout une séquence politique que vous avez déjà vécue, parce que vous deviez être enfant, mais qui a vu la victoire de la gauche et des écologistes, qui pour moi était une bonne nouvelle à toutes les élections, les régionales de 2010, les sénatoriales et les cantonales de 2011, puis 2012, avec l'élection de François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, dont j'étais partie pendant 2 ans, avant de le quitter, au moment où Valérie Pécresse a été nommée, pour tout vous dire, en tant que convention de décision. C'est sans doute une des plus difficiles que j'ai eu à prendre de toute la vie et que je n'ai jamais regretté. Voilà, et encore moins maintenant, tous les jours passent, moi je regrette. Parce que je pense que en fait, la vie c'est long, et la fidélité à ses convictions, à ce qu'on est, à ce qu'on a été, pour moi c'est quelque chose d'absolument central, parce que toujours dans des amis, dans nos connaissances sociales, il y a toujours un moment où vous êtes face à vous-même, et je préfère avoir perdu sèchement, comme vous l'avez dit, et pas qu'une fois, mais perdu comme j'ai perdu plutôt que gagné, comme certains de mes anciens amis ont gagné. Je me sens bien plus à l'aise. Et surtout, puisque j'avais décidé de toute façon que si j'étais pas réélue en 2017, j'arrêterais la politique. Ça faisait 15 ans, donc 10 ans à un niveau suffisamment élevé pour se prendre environ une balle par jour, c'est assez fatigant, il faut bien le reconnaître. Et donc j'avais décidé de faire autre chose, je ne savais pas pourquoi. Dans un premier temps, j'ai fait du bricolage avec des tutos sur internet. Et j'étais hyper fière de savoir construire un meuble. Ensuite, je suis allée au cinéma énormément, j'ai un peu profité de la vie, et puis pour l'opportunité s'est ouverte du poste de la direction de l'Oxfam, j'ai postulé, comme je crois 150 personnes. Je suis très heureuse d'avoir été celle qui a été nommée par le conseil d'administration, parce que je suis maintenant à la tête d'une organisation que j'apprécie énormément depuis longtemps, qui mène un combat passionnant, à la fois d'action sur le terrain, puisque Oxfam, on en parlera un peu, mène une mission de développement et humanitaire dans 90 pays dans le monde, mais depuis le début, depuis sa création en 1942 à Oxford, considère qu'il faut aussi faire changer les choses par le décideur économique, par le décideur politique, faire changer les choses dans les pays du Nord,
pour éviter et pour faire en sorte qu'on fasse réduire la pauvreté et les inégalités. C'est pas encore un combat gagné, il s'est doublé ce combat d'un combat contre les dérèglements climatiques, qui est une urgence capitale, qui est sans doute le combat vital de votre génération. Et donc là, je vais répondre un peu indirectement à ce qui a été dit. C'est pas une affaire de petits oiseaux et d'arbres. En fait, les affaires d'oiseaux et d'arbres, c'est aussi des affaires d'humains. C'est pas la planète qui en objet. La planète, elle s'en fiche. Elle a vécu des dinosaures, elle a vécu sans dinosaures, elle a vécu sans êtres vivants, et elle pourrait très bien vivre sans l'humanité. Ça ne pose aucun problème. Donc, pour terminer cette présentation, je vais vous raconter une blague de 10 écologistes des années 80. C'est une planète qui va à une autre planète. En fait, je crois que j'ai raconté cette blague ici, c'est pour ça qu'elle me revient. C'était il y a 2 ans, avant, c'est plus 2 ans. Voilà. Donc, c'est une planète qui va à une autre planète. Et l'autre, la planète, lui dit, il va pas aller encore. Il dit, ah non, j'en peux plus, je me gratte tout le temps, je suis hyper mal, je me touche, je respire mal, ça va pas du tout. Et l'autre planète, la regarde et lui dit, ah non, mais c'est rien, t'as l'humanité, ça va être 3500 ans, t'inquiète pas, ça passe. Ben, c'est exactement ça l'enjeu. L'enjeu, et c'est mon combat, et ça restera de façon durable, c'est que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'avenir de notre humanité, des humains sur cette terre, et que quand même si on ne sait pas très bien, et si beaucoup réfléchissent, pourquoi on est là, pourquoi préoccuper par des choses 1000 fois plus intéressantes, peut-être, ou pas du tout, de choses, vous êtes ici en train de vous intéresser à ce que je dis et à cette réflexion. Pourquoi on est là? Parce qu'on a produit des œuvres d'art, parce qu'on a inventé ou vécu l'amour, l'amitié, la joie, la chanson, parce que l'humanité c'est quelque chose de fabuleux. Et qu'on est suffisamment honnête pour nous avoir envers, j'espère qu'on sera suffisamment intelligent pour pouvoir dès maintenant agir pour réparer les dégâts de ce que l'humanité a créé, pas les siècles précédents, les 150 années qui sont derrière nous. C'est quand même très peu à l'égard de les milliers d'années qui sont derrière nous. Donc je suis sûre que votre cerveau très intelligent vont être capable de résoudre des problèmes qui nous ont encore jamais été posés et qui nécessiteront que vous soyez beaucoup plus intelligents que les générations qui nous ont précédées, même que la mienne, celle des écologistes des années 90 qui n'ont pas réussi à convaincre suffisamment pour qu'on évite de poursuivre les erreurs que nous commettons encore aujourd'hui. Alors, justement, du coup, on va commencer la partie pour l'environnement. Et du coup, on vient évoquer avec vous le rapport du GIEC, qui est un rapport de 400 pages, qui explique les conséquences du réchauffement climatique et également le réchauffement climatique et ses conséquences si on dépasse les 1,5 degrés par rapport au niveau préindustriel. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez en fait de ces différents scénarios et comment Oxfam également va agir pour limiter le réchauffement et mobiliser les énergies? Alors, du coup, je vais essayer de faire marcher le PowerPoint. Donc ça, c'est les pays dans lesquels Oxfam travaille. Donc, vous l'avez vu, j'en profite du coup, 10 000 personnes, un budget considérable. C'est une des 5 plus grosses ONG humanitaires à l'échelle de la planète, pas encore très connue en France, mais ça arrive plus. Voilà. Donc ce graphique-là, c'est celui au cas où vous auriez des doutes qui montrent la réalité du dérèglement climatique. La réalité du dérèglement climatique, c'est une hausse moyenne du niveau de température. Le graphique que vous voyez, c'est les chiffres de la NASA, avec les lignes, c'est les températures moyennes. Les points, ce sont les pics des niveaux de température marine et terrestre. Donc la réalité, c'est une dégradation avec la base, ce sont les températures moyennes entre 1950 et 1980, donc les effets un peu plus longs sur cette période-là. On voit bien que non seulement la situation se dégrade, mais qu'elle se dégrade encore plus vite ces 10 dernières années. Et si on rajoutait les années précédentes, les 2 années que vous voyez là, ce sont le pire, on l'a vécu de toute façon, j'allais dire presque dans notre chair, avec les incendies, avec les périodes de sécheresse. Les 3 dernières années sont les années les plus chaudes de l'histoire. Donc une réalité, le dérèglement climatique avec une hausse moyenne des températures à la surface de la Terre, mais surtout des catastrophes climatiques qui se multiplient avec des conséquences, des impacts qui sont de nature variable, à la fois les conséquences de l'augmentation du niveau des océans, les conséquences issues de la sécheresse de façon majeure, mais ce qu'il faut comprendre du dérèglement climatique, c'est de plus en plus de phénomènes météorologiques, de plus en plus intenses, de plus en plus violents, de plus en plus fréquents. Donc c'est pas du tout juste une hausse de température moyenne. Ça s'explique de façon climatologique assez simplement. En gros, il y a un équilibre climatique de la planète.
Cet équilibre est déréglé par le changement climatique, il est déréglé notamment par le changement des courants aériens, des courants marins, la fonte des glaces, et donc il se rétablit. Dans ce rétablissement, il déclenche les phénomènes très violents. Donc pour vous dire ce que dit le GIEC et pourquoi ce rapport a été commandé, c'est un rapport qui a été commandé à l'occasion de la conférence de Paris, où il y avait un débat entre les pays les plus victimes du dérèglement qui voulaient que l'objectif fixé dans l'accord de Paris soit 1,5 degré. Les autres pays ont obtenu que la formulation exacte c'est moins de 2 degrés. Et donc, les pays qui militaient pour 1,5 degré ont demandé à ce que soit commandé au GIEC une étude pour faire la différence entre un réchauffement de 1,5 degré en moyenne et un réchauffement de 2 degrés. C'est cette étude qui a été publiée il y a quelques semaines et qui montre que chaque dixième de degré, c'est des catastrophes de proportions beaucoup plus importantes. Et que donc tout le combat mené est celui de se rapprocher le plus possible du 1,5 degré en sachant que pour l'instant on ne prend pas le chemin. J'ai dit des catastrophes qui sont 3 fois plus nombreuses que les années 60, notamment c'est à l'échelle humaine. La grande différence, c'est que si j'étais venue il y a 15 ans, je vous aurais parlé, comme le disaient les écologistes, des générations futures. En fait, comme on a été sur tous les scénarios les plus noirs du GIEC depuis les années 90, la situation s'est beaucoup rapprochée. Ce n'est pas les générations futures, c'est même pas votre génération, c'est aujourd'hui. Les conséquences du dérèglement climatique, elles sont actuelles. Avec un coût qui est déjà bon. Et un petit point à noter, c'est que la France, donc ça c'est un travail qui est fait par l'ONG Agrandie Watch, qui a calculé un indice de vulnérabilité aux catastrophes climatiques, avec une carte que vous pourrez trouver sur leur rapport. Ils viennent de sortir l'indice 2018, et qui a calculé le nombre de morts du fait des événements liés au dérèglement climatique. Et la France rentre dans le classement, puisque nous sommes particulièrement vulnérables, notamment au risque d'inondation violente, qui se combine avec une organisation qui n'est pas du tout capable d'empêcher et même qui parfois aggrave les situations d'inondation et de submersion violente. Ça, c'est vraiment le chiffre qui est le plus marquant de mon point de vue, qui est l'objet qui a été publié dans un rapport d'Oxfam et qui montre à quel point la question des inégalités et la question du dérèglement climatique sont liées. Puisque comme vous le voyez, ce sont les pays les plus riches, les 10% les plus riches, dont nous faisons partie, qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce sont les pays les plus vulnérables, ceux qui souffrent le plus du dérèglement climatique aujourd'hui, les plus pauvres, qui eux émettent 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ces questions du dérèglement climatique et des injustices sont très très liées. Et ils nous sont très importants d'en avoir conscience parce que quand on réfléchit aux sujets sur lesquels il faut agir, en fait c'est ici qu'il faut agir, le plus vite et le plus efficacement. L'autre élément que montre le rapport du GIEC pour répondre à votre question, c'est que les solutions techniques, technologiques existent. Il y a 10 ans, elles étaient plus coûteuses que le coût du dérèglement climatique. Aujourd'hui, les coûts sont moins. Vous pouvez imaginer par exemple quel est le coût de l'incendie en Californie, c'est complètement considérable. Pourquoi l'incendie en Californie est clairement lié au dérèglement climatique? Parce qu'en fait, il fait suite à plusieurs années de sécheresse, ce qui fait que la végétation a un taux d'humidité qui est de 4%. Il faut savoir qu'on considère que le bois est sec quand il a 12 à 14% d'humidité. Quand vous achetez du bois pour l'emmener dans votre cheminée et qu'on dit bois sec, c'est à 12 à 14% d'humidité. Là, la végétation californienne, c'est 4%. Donc c'est plus du bois, c'est de la feu. Et donc, les incendies ont une virulence telle que l'action des pompiers est absolument impossible. Parce qu'en fait, vous brûlez de la feu. Donc, juste une braise qui tombe sur un autre buisson peut l'enfermer. Donc il y a vraiment pas du tout la capacité de résistance qu'a normalement la végétation du fait de son humidité. Et sur les 20 plus grands incendies de toute l'histoire de la Californie, 7 ont eu lieu ces 3 dernières années. Donc il faut comprendre que cet emballement du dérèglement climatique, c'est une réalité. Et c'est ça que montre le rapport du GIEC, c'est qu'il est important d'agir, qu'il est techniquement et financièrement possible d'agir, et que chaque centième de degré supplémentaire multiplie de façon exponentielle et pas linéaire et catastrophe. Ça, c'est le moment déprimant. Et puisqu'on parle justement d'agir face à ces problématiques, on va parler du ministère de l'écologie et de la transition énergétique. Alors, du coup, il y a eu une démission qui a été assez médiatisée de M. Hulot, puis qui a été remplacée par M. de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce démission, de son remplacement, et quelles sont les mesures que vous pensez vont être prises prochainement? Alors, je penserais à un titre personnel. Je pense simplement que qu'est-ce qu'a dit Nicolas Hulot, parce qu'il avait simplement totalement raison. On a assisté quand il a démissionné d'abord à un événement politique qui n'avait jamais existé, la démission en direct d'un ministre, comme dans l'histoire ça n'existe pas.
mais surtout un immense moment de sincérité, parce qu'une fois qu'il s'est libéré de cette pression, il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Et tout ce qu'il avait sur le cœur est la stricte vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'il a dites. La première chose, c'est qu'on prend des mesures en France de l'ampleur de la réalité. Et je pense qu'il y a une chose maintenant qu'il faut dire, c'est le truc de ah mais les petits pas, c'est pas suffisant. Vous êtes tout le temps en train de parler, les écologistes, alors que en fait, on peut pas faire les petits pas. Et bien maintenant, j'ai trouvé l'explication. Pourquoi ça m'énerve? Vous prenez une dizaine d'ingénieurs et vous leur disiez, voilà, vous leur dites, cette fusée-là, vous avez la fusée, vous devez l'envoyer jusqu'à la station spatiale Struck. Ils disent ok, et puis vous attrapez deux chevaux, vous attrapez le moteur de la deux chevaux, et vous leur dites, alors, le moteur pour faire décoller la fusée, c'est celui-là. Et le petit problème, ils vous disent que ça n'a pas marché, elle n'a jamais décollé, elle va éventuellement faire la fusée, elle ne doit pas décoller. Et là, les gens vous regardent en disant mais vous n'êtes jamais content, vous donnez une fusion, vous donnez un moteur, vous n'êtes pas capable de la faire décoller. Et bien, dire que les écologistes protestent en disant qu'ils ne sont jamais contents des petits pas, c'est exactement la même chose que dire à un ingénieur qui vous dit je ne ferai pas décoller une fusée avec un moteur de 2 chevaux qui est de mauvaise foi. En fait, si on veut lutter contre le dérèglement climatique, il est trop tard pour les petits pas. Il est trop tard, ça ne sert pas à rien, mais ça sert à quasi rien. Et c'est ce qu'a dit Nicolas Hulot, c'est qu'aujourd'hui, les questions n'étaient pas prises à la hauteur des enjeux. Et pourtant, la France pourrait le faire. On est très en retard, ça c'est l'autre élément. On est très en retard. Il y a un site que je vous invite à consulter qui a été initié par le RAC, le Réseau d'Action Climat, dont l'adresse est observatoire-climat.fr, qui simplement compare la réalité de la politique menée par rapport aux engagements de la France. Sur la question du transport, sur la question des émissions industrielles, c'est le seul point sur lequel nous sommes dans les coups, sur tous les critères. Mais tout le reste, on est complètement hors des émissions de gaz à effet de serre, ont augmenté en France, je ne sais pas, on aurait vu, augmenté en 2017. Donc la réalité, c'est pas de vous critiquer pour critiquer, c'est de dire que ça ne fonctionne pas. Parce que la volonté n'est pas là, c'est le troisième point d'intervention de Nicolas Hulot qui est important. C'est qu'il dit quelle que soit la qualité du ministre de l'écologie, et honnêtement, personne n'était plus légitime, plus populaire, plus aimé que Nicolas Hulot. Si ça n'est pas à l'agenda, je pense que mon expression c'est sur le bureau du Premier ministre et du Président de la République, ça ne marche pas. Et là, il a dit la stricte vérité. C'est-à-dire que se battre dans des arbitrages contre le ministre de l'Industrie, enfin de l'Économie, ou contre le ministre de l'Agriculture, c'est sans fin pour le ministre de l'Économie, qui souvent perd à la fin. Parce qu'en vrai, les lobbies qui défendent les intérêts privés, qui ont des intérêts financiers à terme, sont souvent beaucoup plus puissants que ceux qui essaient de défendre les oiseaux, les rivières ou la qualité de l'air. On va se dire les choses, franchement, il y a eu ce petit débat sur est-ce que les ONG sont des lobbies. Non. On défend des causes, mais je peux vous assurer que ce ne sont ni les poissons, ni les arbres, ni les paysans et les paysannes du Sahel qui payent mon salaire pour que je sois ici avec eux. Ce sont des bénévoles, des militants, des gens qui cotisent et qui font en sorte qu'il existe une voix qui défend l'intérêt général comme le fait au sein. Et c'est la grande et immense différence. Donc voilà, il a raison de dire ça, il a raison de dire que si ce n'est pas l'agenda des plus hauts décideurs, ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est ça la leçon principale qu'il faut tirer de ce qu'a fait Nicolas Hulot et qu'aujourd'hui, quel ministre de l'écologie que ce soit qui explique que c'est pas si mal, c'est déjà un effort, en fait, il est en porte-à-faux vis-à-vis du mandat et de la sincérité de l'engagement qu'il doit avoir. D'accord, donc on va continuer avec une question de transition. Force de votre expérience dans l'associatif et dans le politique, quelle est pour vous la manière la plus efficace de mobiliser les énergies et durablement, que ce soit pour la protection de la planète, mais également pour la lutte contre la pauvreté? Je pense qu'il y a des relations complémentaires. Je raconte souvent cette histoire, donc qui sera aussi une histoire de Brive pour quelques-uns, l'histoire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui est une aberration aéroportuaire, une aberration écologique, une aberration dans tous les sens du terme. Il a résisté très longtemps et finalement il a été abandonné parce qu'il y a des actions différentes de plein de gens, avec différentes adaptations, avec des gens qui ont pratiqué quelque chose qu'on appelle la désobéissance civile, c'est des zadistes, avec différents terrains, des gens pacifiques, des gens moins, on le reconnaît. Parce qu'il y a eu, et au moment où c'était le plus difficile, il y avait 2 ministres écologistes au gouvernement. Il faut dire que ce n'est pas un moment très agréable, et je pense que ta salle, comme et moi, vont jouer un rôle au moment de l'opération César, où le Premier ministre a évacué la zone, parce qu'il y a eu tout un tas d'ingénieurs aéronautiques, de spécialistes qui ont fait passer des notes, qui ont essayé de faire peser sur les décisions, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire le livre, voilà, qu'il y a différents modes d'action qui se sont combinés.
Et sur cette question majeure de la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le dérèglement climatique, qui sont pour moi deux combats à mener, et on le voit bien d'ailleurs avec les Gilets jaunes. Je pense que si on lutte que sur les questions écologiques, sans prendre en compte que l'aggravation des inégalités est un facteur d'injustice et de sentiment d'injustice profond, on se trompe. Peut-être c'est une de mes évolutions. On peut avoir tendance à penser, quand on est écologiste, que la priorité des priorités, c'est les questions d'environnement. En fait, si on dit ça, on passe à côté de tout un pan, et d'ailleurs on passe à côté aussi, c'est la force d'Oxfam de montrer que les deux sont liés, de la réalité de notre planète, parce que le déséquilibre, il est à la fois du fait des inégalités et du fait du dérèglement climatique. Donc il faut absolument lier ces deux combats et multiplier les modes d'action. Le fait d'avoir rompu avec mon engagement politique, c'est aussi le bilan d'un échec. J'ai dit en souriant, les écologistes politiques sont en organisation sont d'accord, force est de constater, et ça n'est pas que pour la France, qu'aucun petit grand dirigeant politique n'a été élu avec un agenda écologiste. D'accord, on peut reprocher à tel ou tel de ne pas faire assez, sauf que ça n'a jamais été au cœur de leur programme. Alors, la question se pose de la maturité de la société, de la volonté de peser sur les dirigeants pour aller dans cette direction. Moi, j'ai bien retenu la phrase d'Emmanuel Macron quand on lui a dit « mais vous en faites vraiment pas assez, vous ne faites pas grand-chose ». Il a dit « oui, mais enfin bon, quand on fait des trucs pour l'écologie, on est un peu populaire ». C'était un peu bête comme phrase, mais finalement, ça disait beaucoup de ce que pensent beaucoup de responsables politiques. Donc je pense qu'il faut réussir à utiliser un autre outil, qui est celui du pouvoir citoyen, comme ça on appelle le pouvoir citoyen, qui est une forme de mobilisation qui ne s'interdit rien, c'est-à-dire qui dialogue avec les politiques, qui dialogue avec les chefs d'entreprise, qui participe à des mobilisations, mais surtout qui crée de l'engagement. Donc j'espère bien qu'il y aura suffisamment de gens intéressés ici, parce que nous n'en avons pas encore les groupes locales de Oxfam France à Grenoble. Il y en a 15 en France, je remercie Guillaume et Angélique, je ne sais pas où c'est. Là, voilà, qui viennent de Lyon, Guillaume qui est co-responsable du groupe de Lyon, parce que je pense qu'on vient à l'engagement de différentes manières. Il y a des gens qui s'entêtent avec l'engagement politique, ce n'est pas mon cas. Moi, j'étais traumatisée à l'idée d'adhérer à un parti politique. Il y a des gens qui ont plus envie d'un engagement associatif. Je pense que les ONG ont un rôle décisif dans la capacité d'intervenir dans les territoires les plus vulnérables, les plus en difficulté. Aujourd'hui, ce sont les ONG qui sont aux côtés des populations les plus vulnérables, au Sahel, dans tous les pays d'Afrique. Il n'y a pas de collectivité locale, il n'y a même plus d'État. Donc il y a besoin à la fois de la souplesse, de l'engagement, du courage et du soutien d'un certain nombre de donateurs pour agir dans les pays du Sud. Donc je pense que c'est des modes d'action complémentaires. Donc c'est ce qui dans lequel je me retrouve bien aujourd'hui. Peut-être aussi parce que j'étais un peu lasse du côté un peu sans fin du jeu politique franco-français et du fait que chacun te raconte une histoire que lui, il est le nouveau parti qui va tout changer, que les autres, c'est la vieille politique. Et moi, j'ai été en 2010. La révélation politique, la nouveauté, tout ça, je suis devenue une has-been du vieux monde en 6 ans. Donc, j'ai relativisé quand même largement tout ce qui se raconte autour des histoires de politique et de vie politique sur une toute petite surface. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité, ce qu'on peut faire changer. Je trouve que l'action de l'Oxfam, en ce sens, partout dans le monde, elle est très intéressante. C'est aussi très intéressant de travailler avec des gens de différentes nationalités, avec des gens de différents pays. Ça oblige à se poser des questions, ça fait sortir de ses propres certitudes. Et donc, je pense que ces actions-là sont complémentaires. Je trouve qu'on ne met pas du tout en cause le rôle des politiques, il est décisif, c'est eux qui font les clés, l'un et l'autre. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres moyens d'action, ce sont des moyens d'action politiques avec un petit P, un grand P, je ne sais pas, mais qui pèsent sur le réel. Et à ce titre-là, l'engagement dans une ONG est aussi. Maintenant, on va passer partie purement sur les défis sociaux. Si je suis trop, selon Oxfam, d'ailleurs, la fortune des bien faire ou des saisons manquées, et particulièrement en France où les 10 plus riches, les 10% les plus riches détiennent la moitié de la fortune en France, alors que les 50% les plus pauvres sont 5. Donc comment ça se fait et comment Oxfam lutte contre ça? Alors ça c'est vraiment, je pense, à la fois un des combats de Oxfam, mais aussi une des capacités à mettre en lumière. Chaque année à Davos, selon la Louis Delna, qui est la directrice d'Oxfam international, il faut aller chez les gens qui sont la cause du problème. Et effectivement, aujourd'hui, les ultra riches sont encore en partie la cause du problème. Et il faut avoir le courage de le dire. Et de dire ce que vous avez montré, c'est qu'aujourd'hui, 82% des richesses, c'est le chiffre de l'an dernier, créées en 2017, contribuaient aux 1% les plus riches.
Ce qui veut dire aussi tout le discours à la fois sur le ruissellement, sur le fait que le pied de la richesse à la bande est partagé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il y a une ultra concentration des richesses entre les mains de quelques-uns. Et 7 personnes sur 10 dans le monde vivent dans un pays où les inégalités se sont accrues au cours des 30 dernières années. Ça veut dire que les choses ne vont pas dans le bon sens. Les choses vont dans la même direction avec un accroissement des ultra-riches qui concentrent un nombre considérable de richesses. En plus, il faut dire la vérité. Si le discours combiné pour un demi, je le dis à descendre dans une école de commerce. C'est-à-dire, allez-y, travaillez, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut devenir milliardaire. C'est faux. Et les causes principales de l'ultra-richesse dans le monde, ce sont l'héritage, les situations de monopole qui sont en général liées avec la connivence avec les gouvernements. Un tiers de la fortune des milliardaires provient de l'héritage. Sauf s'il y a ici des héritiers des milliardaires, mais si ils ont envie de s'engager au travail, sont les bienvenus. On n'empêche personne de venir avec nous. Et le bon exemple, c'est la dernière ligne, c'est qu'un signe qui n'est pas la 56e fortune mondiale, comme là, corrigé ce document, c'est 2 points, etc. C'est la 6e fortune mondiale. Il s'est créé tout seul, entre guillemets, non, pas du tout. Il a juste négocié dans des conditions qu'on peut interroger, d'avoir le monopole total de toute la télécommunication fixe, mobile et internet au débit au Mexique. Ça a eu un effet, c'est qu'il y a étudié très négatif aussi sur la capacité de développement des entreprises au Mexique qui sont prisonnières de monopole. Alors évidemment, il est devenu ultra riche. Et le système est complètement dérivé. Donc c'est vrai que Oxfam ne cesse pas de va recommencer à le faire lors du prochain sommet de Davos, de mettre en cause cette réalité qui est qu'aujourd'hui, on a une concentration des ultra-riches qui n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Et ça, c'est vraiment aussi l'engagement de femmes. La pauvreté, c'est pas une fatalité, c'est pas là, c'est comme ça, ça a toujours existé, c'est pas vrai. Ce sont des choix politiques. Et en France, c'est exactement la même chose, vous l'avez dit. En montant le nombre de pauvres en France a augmenté de 1,2 million de personnes. Et dans le même temps, il y a eu, l'année dernière, la deuxième grosse progression du nombre de millionnaires en France après les États-Unis. Et ça, c'est le résultat d'une réalité qui est très claire, c'est pas celui-là, dont on a parlé. C'est le choix d'une politique fiscale. Donc il y a un peu plus d'un an, au sein d'un publié un rapport qui s'appelle Les pauvres derrière l'impôt cassé, qui analysait les choix fiscaux du projet de finance du gouvernement Macron, qui montrait ça. Ceux qui bénéficient ou pas de ces choix fiscaux. Et comme vous voyez, c'est même plus que le dernier décile, c'est le dernier centile qui profite énormément des choix fiscaux du projet de loi de finances, avec une particularité, les 100 gros contribuables français ont reçu chaque année 1,5 million d'euros du fait des réformes fiscales décidées par le gouvernement Macron. Et c'est normal. Il y a 3 axes d'action pour une politique publique qui permettent de faire bouger les choses dans un sens ou dans l'autre. La politique fiscale, les choix fiscaux, la réglementation, on décide ça c'est permis, ça c'est pas permis, et enfin la commande publique. Si vous décidez par exemple que toutes les cantines vont plus acheter que des produits bio, forcément vous allez énormément soutenir le développement de l'agriculture bio. Je donne un exemple. C'est 3 axes, ces 3 éléments qui permettent de diriger l'action publique. Parmi ceux-ci, il y a la politique fiscale et on en voit le résultat. Je me permets de dire que notre analyse, c'est que, en fait, il y a quand même le mouvement des Gilets jaunes, il s'inscrit dans ce terreau-là. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de commentateurs sont surpris, il faut peut-être des erreurs d'analyse. C'est très composite, il ne faut pas faire une analyse. Évidemment, il y a des abrutis absolus, il y a des gens qui prennent ce combat-là pour mener d'autres combats, il y a des récupérations politiques, etc. Mais on ne peut pas ne pas faire l'analyse que cette question se positionne sur ce terreau-là et que cette compréhension, elle est assez naturelle. Et elle est assez juste. Donc, je vais revenir sur celui d'avant. Voilà. Donc, la suppression du SF, il faut aussi se donner des éléments de comparaison, puisque c'est ça qui s'est passé. C'est 3,2 milliards d'euros chaque année. C'est plus de 8 fois le montant de la baisse des APL. Donc ça, c'est une réalité chiffrée. Et donc, il faut quand même que vous sortiez de la tête l'idée qu'en fait, on ne peut rien faire, on est coincé par la dette, etc. C'est pas vrai. Aujourd'hui, le budget de la France, il y a des marges de manœuvre. On a une réflexion aujourd'hui au sein d'Oxfam pour essayer de se dire que sans doute que la France a un des budgets les moins participatifs de l'ensemble de l'Union européenne, pour la bonne simple raison que le Parlement, qui est censé voter le budget,
Aujourd'hui, il est un peu déshabillé, votre mobilité, la très bonne latitude de choix, et même les ministères, les ministres qui sont chacun concernés pour essayer de défendre leur propre ministère, mais il n'y a pas de décision ni de lieu de délibération globale sur les priorités qui doivent être suivies par le gouvernement et ensuite leur déclinaison budgétaire. Donc, nous, on réfléchit à essayer de se dire comment on pourrait faire en sorte que les citoyens se disent voilà ce que c'est le budget de l'État, voilà où est l'argent et où est-ce qu'on dépense, où est-ce qu'on choisit de dépenser. Parce qu'on a toujours le sentiment que c'est très contraint. Alors, il y a une part qui est contrainte, mais il y a quand même une grande part de marge de manœuvre, puisque vous voyez, la baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est de 33 à 25%, va peut-être diviser par deux les recettes de l'impôt sur les sociétés, qui coûte 17 milliards d'euros par an à l'État. Donc on peut réfléchir, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent. Mais on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas la possibilité de choisir. Il y a la possibilité de choisir. Bien sûr. Alors, pour parler d'un autre sujet qui est très important chez Oxfam, on va parler des questions migratoires, mais on va se concentrer sur l'Europe, donc sur l'Union européenne, qui est touchée de plein fouet par la crise migratoire, donc c'est un défi majeur, et pourtant on se trouve dans l'incapacité de trouver une solution franco-européenne. Comment réguler la situation? Comment Oxfam pourrait aussi aider à réguler en fait cette crise? Alors déjà, je vais prendre votre question, c'est une chose intéressante dans votre question, c'est la formule « toucher de plein fouet par la crise migratoire ». Toucher de plein fouet, c'est quand même pas agréable. En général, quand on est touché de plein fouet, c'est que ça va pas du tout. Donc, on voit cette question, au-delà de la réalité des chiffres, puisqu'il n'y a plus de crise migratoire. En vrai, le moment où il y a eu effectivement un grand changement, c'est le début de la guerre en Syrie, avec une vague d'émigration forcée par des gens qui étaient menacés dans leur vie, on n'est plus du tout dans cette situation. Si on se retourne même, et je vous invite à lire les travaux de François Genel, qui sont très intéressants, c'est un chercheur belge qui travaille sur la réalité de l'immigration à l'échelle de l'humanité, qui donc essaie d'objectiver les choses, et c'est fou comme les débats politiques parfois deviennent absurdes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, je ne peux pas répondre à votre question. Parce qu'en fait, on n'est pas touché de plein fouet par la crise migratoire. C'est normal. Il y a éventuellement un sujet d'accueil, mais il y a surtout une espèce d'emballement politique de récupération considérable. Tout à l'heure, vous avez évoqué mon ancien collègue Manuel Valls. Si vous vous souvenez de 2012, on faisait juste la suite du gouvernement Sarkozy et le sujet dramatique de la France, sur lequel il fallait vraiment se mobiliser, c'était les Roms. C'était à la une de tous les journaux, on en parlait tout le temps, il y avait des sujets sur l'évacuation des camps, c'était absurde, il y avait 30 000 personnes en France, c'était complètement dingue. C'est-à-dire que le truc n'était pas réaliste, mais c'était devenu le sujet majeur, le sujet qui détraumatisait les populations. Sur les questions migratoires, on est un peu dans ce registre-là, c'est-à-dire qu'on a emballé un sujet, de mon point de vue, pour des raisons politiques à l'intérieur, beaucoup, parce que ça permet de ne pas parler des autres sujets. Moi, je me suis beaucoup posé cette question, est-ce qu'il y a des racistes? Bien sûr, il y en a ou pas, mais quand vous y réfléchissez, quand vous voyez qu'en termes de chiffres réels, il n'y a pas la difficulté dont on parle, pourquoi on arrive à cette situation? Parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus facile de parler de crise migratoire, plutôt que de s'attaquer aux réalités de l'aggravation des inégalités et du dérèglement climatique. Et du coup, je dis ça parce que c'est un chercheur américain qui a travaillé sur Donald Trump et qui explique que depuis les années Reagan, le taux de la situation des inégalités aux États-Unis est simplement folle, vraiment considérable, et que les classes dominantes se sont toujours organisées pour protéger leurs intérêts, et que Donald Trump, je ne dis pas, je reprends, il s'appelle Chuck Collins, je crois, le nom du chercheur, et que Trump est un avatar de cette situation, c'est-à-dire que pour continuer à préserver ses intérêts qui deviennent de plus en plus intolérables, il fallait mettre le feu sur d'autres sujets. Et c'est donc la pratique politique de Trump, c'est d'affronter et de mettre à l'agenda politique de manière extrêmement grossière d'autres sujets, tout en continuant des politiques fiscales qui favorisent une injustice considérable entre les différentes couches de la société. Donc, pour vous répondre, est-ce qu'il n'y a pas de sujet du tout? Non, il n'y a pas de sujet du tout. Et les migrations sont un sujet éternel. Il y a des vraies migrations brutales avec des apports de population très importants qui sont souvent le résultat de déstabilisation du pays. Ça vaut pour le Soudan, ça vaut pour l'Érythrée, un pays que personne ne connaît, dans lequel il y a jusqu'à aujourd'hui une forme de dictature extrêmement violente, notamment les Kurdes, avec une volonté de fuir. Et
étaient en situation de migration. Mais la réalité des migrations aujourd'hui, c'est qu'elles sont surtout climatiques, 250 millions à l'horizon 2030 selon l'ONU, et qu'à 95%, ces déplacés climatiques restent dans leur pays ou dans leur région. Donc la réalité des migrations, aujourd'hui, elle est infra-régionale. Ce ne sont pas du tout les migrations aussi massives qu'on peut imaginer entre le nord et le sud. Et ces migrations-là, de toute façon, elles existeront pour une raison simple. On parle de gens qui vivent dans des endroits où ils ne peuvent plus vivre, soit parce que les lieux sont submergés, soit parce que le mélange niveau de température, le niveau d'humidité, en fait, notre installation humaine, qui n'a pas beaucoup d'avantages biologiques, mais j'y reviendrai, elle a besoin d'évacuer la chaleur par la transpiration. Et au-delà d'un certain taux d'humidité dans l'air, vous ne pouvez plus transpirer. Donc s'il fait trop chaud et trop humide, en fait, vous ne pouvez tout simplement pas vivre dans cet espace-là. C'est impropre à la vie humaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de territoire de cette nature sur la surface du globe. Il est probable que si on prend le scénario des 2 degrés ou pire, il y aura une partie de l'Asie du Sud-Est qui représentera ces caractéristiques. Et dans cette situation-là, de toute façon, les gens partent. Comme sur les zones de très grande sécheresse, on parle de déplacés climatiques, je pense qu'une grande partie de la Californie, aujourd'hui, le risque, ce sont effectivement qu'il y a aussi des déplacés climatiques. Il y en a en Louisiane, une tribu indienne de Louisiane, d'Indiens autochtones qui ont la particularité par le tour français, ont été déplacés de l'île, qui est submergée par la montée du niveau des eaux, par les tornades, et aussi fragilisés par les pluies de pétrole. C'est là où le dérèglement climatique est complètement fou, par les pluies de pétrole qui sont forées dans le sud de l'Afghanistan. Cette population qui vivait sur cette île ne peut plus vivre parce que ce sont les premiers déplacés climatiques officiels aux États-Unis et ils vont être localisés aux États-Unis. Donc l'enjeu est majoritairement dans les régions européennes. C'est pour ça que les politiques de développement, les politiques d'atténuation, les politiques d'accompagnement, puisque nous n'arrivons pas à arrêter les dérèglements climatiques, sont absolument indispensables. Donc maintenant, c'est le moment de revenir sur les questions plus d'égalité, notamment un gouvernement qui se veut égalitaire et novateur sur les questions d'égalité, notamment au sein du gouvernement. Parce qu'en quand on regarde, on voit que sur les postes régaliens, à part Madame Paris, le nombre de femmes est assez limité pour l'existant. Donc voilà, est-ce que vous avez des explications pour ça et aussi peut-être une idée sur comment régler cette question? Oui, alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste en fait à un vrai recul. Je le dis, je voulais toujours faire un clin d'œil public à l'agenda de Open parce qu'il y a quelque chose auquel les journalistes n'ont pas beaucoup d'attention, qui est ce qu'on appelle les nominations conseillers ministres, c'est-à-dire les plus hauts postes de la République, qui ne sont pas des postes du gouvernement, mais qui sont suffisamment importants pour qu'ils fassent l'objet d'une nomination par le président de la République après décision du Conseil des ministres. Si vous regardez le bilan sur ces 18 derniers mois, c'est spectaculaire. Pourquoi je parlais de l'agenda de l'OPSN? Parce que quand ce qui était gouvernement était ministre des droits de l'homme, et à chaque fois que les gens présentaient ces nominations, elles faisaient une remarque. Quand quelqu'un arrivait avec 2 hommes et une femme, dit je suis désolée d'achat. Donc en fait, cette pression était très utile. Et aujourd'hui, pour le coup, on assiste à un recul considérable, ça vaut pour le cabinet, ça vaut pour le gouvernement. Et pour le coup, je m'explique pas. Même Sarkozy, on n'était pas dans cette situation-là. Et bizarrement, personne ne réagit dans tout. C'est ça qui me surprend assez. Donc la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette phrase m'a été donnée, je ne sais pas qui en est l'auteur, si quelqu'un sait, je suis preneur, qui a dit à propos des quotas aux États-Unis, c'est ça l'histoire, je suis pas du tout pour les quotas, en revanche je suis très pour ce que ça provoque. Et après quelques années, c'est exactement ce que je pense à la parité et les obligations, c'est-à-dire que quand vous rendez ça obligatoire, la parité, au bout de quelques années, ça devient naturel. Mais sans, ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Parce que les habitudes doublent, c'est-à-dire les habitudes spontanément quand c'est des hommes, et à l'inverse, l'autocensure des femmes, qui est là aussi culturelle, qui continue d'exister, fait qu'on a abouti à cette situation. Donc moi maintenant je suis très convaincue de la nécessité de cette réalité d'une parité stricte dans les nominations et qu'elle soit faite au plus haut niveau. Mais c'est vrai que là on assiste à un recul qui est un recul assez inédit, assez significatif et très paradoxalement au moment où ces questions viennent à l'ordre du jour, au moment où il y a plusieurs manifestations, il y a encore la marche de samedi prochain, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression que comme Emmanuel Macron a beaucoup grandi le drapeau de la modernité, tous les autres étant les has-beens, personne n'a pensé que c'était possible. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a un énorme recul sur la représentation des femmes dans les lieux de direction de l'État, que ce soit au gouvernement ou dans
lors de la publication du rapport de Davos, parce qu'on voit que les inégalités, elles accroissent encore plus les inégalités entre hommes et femmes. Typiquement, quand on parle des catastrophes climatiques, les femmes sont plus vulnérables à la sécheresse, mais aussi, étonnamment, plus vulnérables au tsunami ou au tornade. Pourquoi? Parce que les femmes ont moins accès à l'information, parce que les femmes restent avec les enfants, parce que les femmes n'apprennent pas à nager, et donc il y a un taux de surmortalité considérable des femmes par rapport aux hommes. Personne n'imagine ça. Et quand on fait le bilan, on verra d'ailleurs, moi je pense que c'est intéressant de regarder cette statistique, aussi si ça a été le cas lors du gigantesque incendie en Californie. Mais les inégalités de genre, elles multiplient les autres inégalités. Alors, avant de passer aux questions publiques, une dernière question qui n'a pas trop rapport avec celle sur laquelle on peut recueillir notre avis. Donc, récemment, il y a un article de Michael Hayné, professeur à Sciences Po Lille, qui est paru dans Le Monde, dont le titre était En école de commerce des élites, une lecture possible. Donc, vous-même étant diplômé d'une école de commerce, que pensez-vous des récentes critiques qu'elle subissent, notamment sur le faible niveau ou encore la culture de l'argent? Alors sur la culture de l'argent, depuis la crise de 2008, c'est quand même beaucoup moins pire que ce que moi j'ai vécu. Vous n'êtes pas tout ça en pensant que vous avez vu un milliardaire. Des cours de finance éthique. C'est plein. Moi j'ai fait une grande école de commerce, donc j'ai été diplômée en 2000, c'est-à-dire au moment de choses que vous avez oubliées, que vous étudiez peut-être dans les livres d'histoire, qui s'appelait la nouvelle économie, où tout le monde a gagné des fortunes en investissant dans la nouvelle économie, donc des fortunes de francs. C'est effectivement une sorte de bulle complètement absurde. On va regarder avec un peu de froideur, qui sont des notes assez évidentes. Donc, ce que je veux dire sur cette question-là, je pense que c'est un peu facile de faire ça, mais du coup, c'est aussi comme ça que je l'ai fait, mais il pose de vraies questions. Pour moi, de vraies questions qui sont aussi des questions d'inégalité de la jeunesse face aux études supérieures. De plus en plus, la difficulté d'accéder à l'université. J'ai raconté juste avant de venir ici comment je me suis inscrite à la fac en 1992, désolé, c'est le XXe siècle. J'avais un papier avec une note du bac. Je me suis dit, attention, si j'allais dans cette fac. Donc je me suis pointée aux inscriptions avec mon papier, je dis bonjour, je voudrais m'inscrire. Il m'a dit, vous avez sûr, parce que là, vous avez m'inscrire en géographie, vous avez eu 6 quand même en histoire géo, vous avez des meilleurs d'ailleurs. Je lui ai dit, oui, si, j'ai complètement dit. Elle m'a dit, ok, je suis partie avec un rond avec ma carte d'étudiante. Ça s'est passé comme ça. J'ai des enfants maintenant, quand j'ai vécu par Parcoursup, j'ai vivre le nouveau truc là. Et je trouve ça horrible. Et je me dis vraiment, je trouve qu'on gâche une partie de la jeunesse. Ce que moi j'ai même vécu dans mon école de commerce, et j'espère que les choses ont changé, c'est pas tellement la culture de l'argent ou la médiocrité, je ne sais pas, mais c'est ce que j'appelle le façonnage. C'est-à-dire que vous rentrez en forme de triangle, d'étoile, de rond, et vous fixez tous en forme de losange. C'est comme ça qu'on pense les RH, c'est comme ça qu'on pense. Et vous faites des cas pratiques, et donc vous avez un certain nombre de données, vous finissez sur des cas pratiques. La place donnée à l'imagination est à peu près égale à 0. La reproduction de méthodes qui pourtant ont quand même assez largement échoué est érigée parfois en dogme, en tout cas je parle de l'époque que j'ai connue, mais en même temps, force est de constater que ça n'a pas marché sur moi, puisque si je suis devenue vraiment écologiste convaincue, c'est en passant ces années à l'ESSEC, en me disant qu'avoir comme mission dans la vie d'inventer des produits et le marketing qui va avec, dont les gens n'avaient jamais eu besoin, dont ils n'avaient pas vraiment besoin et dont ils allaient ressentir l'intérêt besoin de les acheter, c'est quand même un drôle de truc. Alors à l'époque, la grande invention absolue, le signe du génie du marketing était d'avoir inventé le protège string. Et je vous promets qu'on a vécu pendant des millénaires sans protège string, juste avec des culottes qu'on avait, ou même des strings qu'on avait, et on a réussi à faire croire à des générations de femmes que tout ce qui était jetable était mieux. Et ça vaut pour tout un tas de choses. Et que c'était vraiment le lancement à cette époque de vendre des manches de brosse à dents très chères pour que les gens soient obligés d'acheter des têtes de brosse à dents qui allaient avec, etc. Et franchement, cette invention du gaspillage, c'est ce qu'on appelle le productivisme, c'est-à-dire essayer de trouver des gens pour acheter des produits qui ne servent à rien et gaspiller des ressources naturelles, c'est honnêtement, quand on se retrouvera dans quelques années, on verra qu'on marche sur la tête. Voilà. Et donc c'est ça, moi, le reproche que je peux faire au de commerce, c'est la capacité à peut-être tétaniser la capacité de réflexion, d'initiative et l'esprit critique. Mais je le dis avec beaucoup de tendresse à votre égard, je ne sais pas combien vous êtes dans cette amphi à avoir pu souscrire un crédit pour faire vos études. Et quand vous commencez dans la vie élective
en devant rembourser 600 € par mois, vous avez quand même moyennement le choix de ce que vous allez faire de votre vie. Et c'est ce que je trouve le plus terrible. Et je pense vraiment qu'en matière de solidarité, et on voit bien les cas qui sont en train d'émerger sur la hausse des frais scolarités, je pense que c'est un investissement que fait la société vis-à-vis de sa propre survie que de former des cerveaux les plus inventifs, les plus géniaux, les plus dégourdis, et aussi de considérer que quand on a 18, 19, 20, 21 ans, on ne doit pas être une machine à s'habiller comme moi avec une veste de tailleur. Et que quand je vois, et alors là, vous n'êtes pas tous comme ça, mais à l'ESSEC, moi je m'en souviens, tous habillés, alors qu'ils étaient encore à peine parus avec des costards comme leur grand-père de 60 ans, ça m'a fait un peu. Voilà. Franchement, il y a une chose très importante qui est de vivre avec l'énergie, l'enthousiasme, la réflexion, la capacité de remettre en cause les pensées des autres. Et la principale critique à l'égard des écoles de commerce, c'est le formatage. L'idée qu'il faut coller à ce qu'on attend de vous parce que sinon ça va être trop compliqué. Et je pense que la nécessité de trouver des crédits pour sa scolarité en fait partie. Ça met une sorte de boulet au pied. Donc moi je pense qu'il faut vraiment réfléchir à faire bouger les choses de façon globale, en fait, en gros, voilà, entre l'université et les écoles de commerce, le snobisme absolu de ce pays où vous êtes un bon élève, en fait on s'intéresse pas à savoir ce que vous avez envie de faire, il faut aller en prépa, et quand vous êtes allé en prépa, vous allez dans la meilleure école. Moi j'ai vu, je ne sais pas si c'est bien dans votre école, mais j'ai vu à l'ESSEC des jeunes femmes et des jeunes hommes déchirés une fois par semaine avec de l'alcool ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils étaient sur la voie toute tracée parce qu'ils avaient été bons élèves et qu'ils ne s'étaient même pas posé la question de savoir s'ils avaient envie d'être un futur super auditeur chez Ernst & Young à la Défense, et ce qu'ils avaient envie de faire autre chose dans la vie. Mais à partir du moment où ils étaient bons élèves, ils étaient sur les rails, et c'est ça qu'il fallait faire. Et c'est vraiment, pour le coup, si j'ai quelque chose à dire, c'est plus ça, c'est cette capacité à laisser à la jeunesse la capacité de réfléchir à leur propre avenir. Et si j'ai un seul conseil à vous donner, franchement, vous avez qu'une seule vie. Et vraiment, profitez-en. Enfin, faites ce dont vous avez envie, ça marchera. Moi, j'étais 2 aînés quand j'étais à l'ESSEC. Tout le monde pensait que j'étais à moitié 5 Et pourtant, je savais très bien comment marchait la contraception. C'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. J'avais 3 enfants à 25 ans et ça m'a empêché de faire tout ce que j'ai fait. Donc, ne vous laissez rien imposer. Ni qu'il ne faut pas faire d'enfants maintenant parce qu'il faut privilégier sa carrière, ni qu'il faut en faire maintenant parce qu'ensuite vous serez ménopausé, ni qu'il faut se marier, ni qu'il faut se pas se marier, ni qu'il faut faire absolument une carrière, ni qu'il faut... Faites ce que vous voulez. Enfin, franchement, si j'ai un message à vous donner, c'est celui-là. Je ne sais pas comment j'aurais entendu ce que je suis en train de vous dire quand j'avais votre âge, mais j'ai vraiment envie. Vous êtes quand même invité à venir passer l'après-midi avec moi, de ne pas vous parler que des règlements climatiques parce que ça c'est quand même très compliqué. Mais devenez plus intelligents que les générations qui vous ont précédés parce que vous allez devoir résoudre des problèmes, tenir des emplois qui n'ont rien à voir avec ce qui existait pendant l'année d'équilibre. Donc sans être inutilement désagréable à lire tous vos enseignants, ils n'ont pas forcément la capacité à vous enseigner ce dont vous allez avoir besoin pour faire face aux enjeux des années qui viennent. Donc faites marcher votre cerveau, faites-vous plaisir, profitez de la vie et dites-vous que l'aventure est à être peut-être très compliquée, mais finalement, et du coup je pense qu'on a un moment présenté à la diapo pour dire que les solutions existent. Et ça va vous demander d'être sacrément plus malin que les générations qui vous ont précédé et même que la mienne. Merci pour toutes ces réponses. On va passer aux questions du public. Et donc, pour appliquer le principe que j'ai dit, de répondre aux questions de un homme et une femme alternativement. Je vais être très chiante aussi. Donc, les mecs, si vous voulez poser vos questions, il faut vous convaincre les nanas de poser des questions. Vous êtes également posé des questions qu'elles ont osé pas poser. Je suis un homme et je suis un vieux. Un petit peu, vous avez dit, déjà que moi je suis un vieux, vous avez dit qu'il fallait écouter les ingénieurs. Merci pour ça, ensuite, vous avez dit que c'était difficile de faire avancer les questions environnementales, sociales, d'actualité. Comme c'est pas l'agenda des hauts décideurs. Donc effectivement, les hauts décideurs, j'ai l'impression qu'ils sont largement de côté des investisseurs, qu'on appelle dans les égaux, les investisseurs institutionnels. Peut-être que lié à l'investissement capital, mais ça renvoie à la même chose.
ils influencent quand même largement l'activité économique, parce que leur objectif, c'est pas de préserver la planète, mais c'est de préserver les biodiversité, etc., notamment dans les entreprises. Donc est-ce qu'on peut leur faire confiance pour mener des actions et faire des investissements qui vont sauver la planète? Il y a des solutions. Globalement, quand il s'agit de faire quelques trucs en l'air, bon, ça va, mais globalement, le moteur, c'est quand même surtout de maintenir la profitabilité économique. Et pour le reste, j'ai l'impression qu'ils font preuve d'un cynisme sans limite, prêt à désigner des grosses industries s'il y a quelques dizaines de possibilités qui sont etc. Moi, j'ai voté longtemps, j'ai cru et tout, et là, je suis vraiment trop, je dis bon, on est quand même pas bien, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai ressorti un bouquin, vous avez certainement lu, vous connaissez, et je voulais vous poser la question, savoir ce que vous en pensez. C'est un bouquin d'Alain Kempf, l'ancien journaliste environnement du monde, qui a écrit Construire la planète scientifique capitaliste. Alors, est-ce qu'il faut en passer par là nécessairement? Et en ce moment, on va devoir arriver là. En 2 minutes? Non. C'est un débat intéressant. Moi, ce qui m'a amené à l'écologie, c'est la lecture d'André Gorz, qui, je pense, a tout écrit dès les années 70, que je vous invite à lire. C'est assez facile à lire et ça dit bien les choses. Pour ceux qui sont pas de lecture, regardez, ça traîne sur Internet. C'est l'INA qui l'a ressorti. C'est Haroun Tazieff qui explique en 1979, le dérèglement climatique, exactement ce qui va nous arriver. Qui s'interrompt par le journaliste, qui dit oula, on va s'arrêter là parce que vous n'allez pas guider la population. 1979. Si on avait réagi à cette époque, on ne serait pas dans cette situation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument changer, inverser la tendance. C'est certain. Ce qui est sûr aussi, en tout cas les Gorz a montré, c'est que le capitalisme en tant que logique d'accumulation de capital et de prédation des ressources naturelles est intenable dans la durée sur une planète de ressources limitées. Il y a un problème physique. Mais il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à cette question, et pas forcément ni des marxistes, ni des gauchistes, ni des radicaux, mais il y a une vraie interrogation pour la raison que j'ai écrite en fait, de la politique. Donc ça, c'est le rapport qui a été fait par un Américain qui a lancé un appel à tous les scientifiques du monde entier pour travailler ensemble sur quelles étaient les meilleures solutions pour lutter contre les dérèglements climatiques en analysant de façon scientifique ce qui fonctionnait. Pourquoi je vous dis que je pense qu'il faut faire confiance aux ingénieurs scientifiques? Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'une analyse scientifique et de travaux et de progrès pour réparer les dégâts des progrès précédents. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant avec les questions climatiques, c'est qu'alors qu'on est d'accord avec les scientifiques quand on parle de médecine, quand on parle de physique, bizarrement, les scientifiques et climatologues depuis des années, de façon extrêmement mesurée. On arrive à un moment où plus personne ne dit que c'est pas vrai, mais juste il y a quelques années, il y a encore ce qu'on appelle les climato-sceptiques, alors que, pour le coup, les travaux scientifiques et le consensus scientifique, c'est-à-dire le fait que les travaux puissent être critiqués, analysés, étaient quand même avérés depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, on a quand même un sujet. Et le résultat de leurs travaux est assez intéressant, parce qu'ils ont hiérarchisé les solutions qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre le dérèglement climatique de la manière la plus efficace possible. Ce qu'ils disent, c'est que c'est moins coûteux que les conséquences du dérèglement climatique aujourd'hui. Donc peut-être que les acteurs, y compris les acteurs économiques, vont changer. Parce qu'aujourd'hui, on a basculé dans un univers où ça va être très coûteux. Et je peux essayer d'être un peu optimiste des fois quand même, parce que sinon je serais plus là, je serais dans une grotte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ces résultats quand ils ont fait ce travail. La première chose à faire, donc pensez-y, parce qu'en plus il y a des choses qui vous concernent très directement, c'est la baisse drastique. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Oui, j'ai fait une synthèse un peu abusive. En fait, il faut supprimer tous les fluides réfrigérants qui sont 1000 fois plus contributeurs de gaz à effet de serre que le CO2. Et donc, si on arrivait à recycler, là, je parle des pays du Sud, les pays du Nord, ça concerne très majoritairement les pays du Nord. Et que 90% des fuites de ces gaz ont lieu à l'occasion de la destruction des matériaux. Que ça en fait du fait de la mise en œuvre et de la fabrication de plus en plus d'appareils de climatisation. Donc en vrai, le vrai sujet, c'est bien recycler son frigo et ne jamais mettre ni en décharge, ni dans des mauvaises conditions. Donc ça, c'est l'action la plus efficace dans la hiérarchisation du travail des scientifiques. La deuxième, c'est le développement éolien.
terrestre. Et la troisième, et ça, ils ont tous été surpris, c'est la réduction du gaspillage alimentaire. Et ça, en fait, tous les gens qui sont dans cette salle sont capables de comprendre. Parce qu'en fait, c'est doublement stupide, le gaspillage alimentaire, outre toute l'énergie dépensée pour la production de cette alimentation. Le fait que le gaspillage alimentaire finisse majoritairement dans des incinérateurs, avec un coût d'énergie considérable, parce qu'une grande majorité de l'alimentation est humide, donc avec un flux de destruction et d'émissions des effets de serre très important. Et la chose la plus stupide, quand on y réfléchit, c'est complètement aberrant. Donc vraiment imaginez qu'on lutte de façon utile, vous pouvez faire dans votre cantine notamment, parce que ce sont majoritairement dans les lieux de restauration collective qu'on a du gaspillage alimentaire de manière considérable, vous contribuez à changer les choses. La quatrième clé, c'est la baisse de la consommation de protéines animales. On ne dit même pas le véganisme, etc. En fait, c'est très simple. Déjà, si vous ne jetez pas de viande, déjà vous êtes un acte majeur pour la planète. Et si tout le monde, c'est-à-dire une grande partie de la planète, diminue sa consommation de protéines animales, on a un effet sur le dérèglement climatique qui est très important. Et vous avez la suite des éléments. Ce qui est le plus intéressant, et je crois que j'ai mis tout à la fin, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. C'est ça qui est chouette. C'est qu'en fait, c'est la phrase de l'auteur de ce rapport, c'est que l'humanité est à la fois le virus et la réponse militaire, la cause et le remède. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui toutes les compétences cognitives, techniques pour résoudre les questions de dérèglement climatique. Et ce qui est le plus intéressant dans ce rapport, c'est qu'une grande partie de la mise en œuvre de ces solutions est aussi très positive en matière d'égalité femmes-hommes, en matière de société plus agréable à vivre, en matière de moindre violence sur les animaux, etc. Donc c'est ça qui est intéressant finalement, et où j'arrive pas à me dire que c'est fichu, c'est que comme les solutions sont positives pour tout le monde et sont possibles, à un moment, on devrait être capable de réagir. Mais là où vous avez raison, c'est que les intérêts cyniques à court terme sont très puissants, et très puissants financièrement, mais ils reposent sur très peu de personnes. Et donc la question et la réponse, c'est le révéler du nombre. C'est-à-dire que si une immense partie de ceux qui sont à la fois victimes des conséquences du dérèglement climatique, victimes des inégalités, décident de ne plus se laisser faire, les choses vont changer. Et là aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je faisais le lien sur apprendre à désobéir, apprendre à réfléchir autrement et à ne pas être décidé sur on fait forcément comme ça. Je pense que c'est là que la clé. Et d'où tout ce que je disais sur, pour moi, l'importance de ce que fait Oxfam sur quelque chose qui ressemble à l'éducation populaire, à la mise en œuvre du pouvoir citoyen, le fait de connaître les éléments, de savoir où on peut décider, de savoir quelles sont les pistes possibles pour agir différemment. Là devant. Ah. Bonsoir, je suis très honnête, je vous remercie d'être là ce soir pour vous écouter. J'ai été intéressée par l'équation entre l'écologie et l'égalité, et ça m'a rappelé une interview de Flore Gabriel de France qui disait le lien entre justice sociale et réduction des déchets. Et à ce propos, je voulais vous demander de parler de ce que fait Oxfam pour la réduction des déchets, de éventuellement donner des exemples de ce que vous faites vous pour la réduction des déchets et montrer en quoi ce citoyen permet de réduire les inégalités, c'est-à-dire de réduire la production trop importante de traitement en Europe, de réduire la gaspillage alimentaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, Oxfam en soi n'a pas de campagne spécifique sur ces sujets-là. On travaille beaucoup avec d'autres et Orwell fait très bien son travail d'explicitation, de production de données et de techniques. Je peux dire ce que fait Oxfam France comme organisation. Il faut savoir que personne ne doit être culpabilisé. On vit dans un univers où on a été éduqué souvent au gaspillage, le gaspillage de l'énergie. Je raconte souvent, et je reviens sur les déchets. Je raconte souvent cette histoire, c'est quand, à la fin des années 80, je suis allée en Pologne avec mes parents, avec des amis polonais, et je rentre dans la cuisine et je vois qu'il y a un brûleur de la gazinière qui est allumé. Et donc, franchement, aucun d'entre nous imagine laisser un brûleur brûler, donc je dis à ma mère, je dis à ma mère, je coupe il ferme le gaz. Ma mère en parle à son ami, et son ami lui dit, ah non, on le laisse comme ça. Et donc elle la regarde, elle dit, oui, parce que tu comprends, les allumettes, ça coûte hyper cher, le gaz, c'est gratuit. Et là, nous, on fait pareil avec l'électricité. On a été blessés, c'est sans doute une des plus grosses pour moi responsabilité d'une guerre à gaspiller l'électricité. D'ailleurs, on ne sait pas combien on en consomme,
Pour savoir combien on consomme d'électricité, il faut aller noter les petits chiffres de son compteur à différents moments qui sont en général bloqués, ou parfois même à l'extérieur. Mais on laisse allumer les veilles, on laisse allumer des radiateurs, on laisse brancher les chargeurs de téléphone qui consomment. Et ça ne nous apporte rien. Le premier gaspillage, c'est que ça ne vous donne aucune satisfaction. C'est totalement inutile. Donc nous, c'est pareil. En plus, on est une structure, on se France, le siège de France est à Paris. Donc, comme on est dans une petite impasse avec la copropriété, on a mis en place du compostage. Et donc, on composte tous nos déchets alimentaires. Évidemment, on trie nos déchets de façon classique. On essaye aussi de travailler à utiliser des récipients renouvelables, réutilisables pour nos repas l'après-midi. Puisque les gens qui mangent à la cantine, nous, on n'a pas la cantine. Et donc, on essaie de convertir les restaurants qui vendent à emporter dans notre environnement immédiat à pouvoir venir avec ces récipients et à jeter chaque jour, même au recyclage, un récipient en plastique. Je pense que parmi les chantiers qu'il faut qu'on engage, c'est celui de la suppression du plastique le plus possible dans nos vies. Le plastique, c'est la chose la plus aberrante. On utilise un matériau non renouvelable qui a pris des milliers, voire des dizaines de milliers d'années à se former, qui peut être fabuleux. On arrive à faire des prothèses extraordinaires pour des gens qui ont perdu des membres. Si on veut garder pour ça, plutôt que de cramer dans les avions ou de le mettre dans des petits récipients qu'on met à la poubelle une fois qu'on a mangé le midi, franchement, ce serait bien. Donc voilà, on essaye de faire ouvrir. D'ailleurs, c'est très intéressant de s'interroger là-dessus et on fait évoluer nos événements. Du coup, alors là personne ne pensait que j'allais pouvoir parler du très longueur de ça à cet instant, mais je vais le faire. Donc chaque année, Oxfam organise une marche solidaire. J'espère vraiment qu'il y aura une équipe de GEM lors du prochain trail d'Aralon au mois de mai. C'est 5 km en 30 heures, avec l'équipe de 4. Il faut aussi avec des supporters venir nous aider en étant bénévoles. Et vous verrez, il y a tout sur le site d'Oxfam, je le lien avec le site du Training Cœur. Et vraiment, je vais surveiller, parce que moi je suis bénévole, et à un moment, je vois toutes les équipes, donc si vous n'avez pas vu, je le saurai. Je le note. Et du coup, justement, on organise un événement où il y a des centaines de personnes et on va travailler pour que cet événement, je ne sais pas si on va travailler avec zéro déchet, mais minimise le plus possible les déchets. Avec une contrainte qui est de travailler avec les entreprises locales. Donc c'est là où on croise toutes nos difficultés, mais de l'expérimenter pour nous, ça permet de pouvoir transmettre cette expérience à d'autres organisations, avec l'organisateur avec lequel on travaille, mais aussi de s'appliquer à nous-mêmes ces questions-là. Donc c'est un work in progress, mais on est très conscient de la nécessité de la responsabilité de chacun d'entre nous, y compris une structure comme celle d'Oxfam. On va déménager bientôt et la nouvelle société qui fera le ménage dans nos bureaux, on travaille avec une société qui s'est créée il y a très longtemps et qui essaie d'avoir une approche complètement écologique des nettoyages du bureau, ce qui est quand même un sujet à la fois compliqué mais passionnant. La même chose avec la question des déchets, des matériaux, des bidons, en plastique, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je voulais juste donner des petits exemples très concrets parce que à la fois je pense qu'il y a des choses qu'il faut mener au niveau national et international, et je ne suis pas de ceux qui disent chacun doit changer de vie. Si on était 10% de gens ultra convaincus, ultra parfaits et bien super véganes, ça ne changerait pas le dérèglement climatique. Donc ce sont vraiment des politiques classiques, et il y a un certain nombre de politiques qui dépendent des décisions publiques. Les décisions de politique publique, ça vaut pour les transports par exemple, ça vaut pour d'autres choses, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire ensemble. Merci. Pour la question, je parle sur l'amélioration du cadre de vie, donc je pense qu'il y a un avis. Bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport au mix énergétique français. Parce que récemment, le gouvernement a annoncé qu'on décalait la deadline pour réduire la part du nucléaire à 50% dès 2025 à plus tard. Et la question, c'est d'une part, pour vous, la priorité, c'est de baisser les émissions de CO2 de la production d'électricité ou de sortir du nucléaire, notamment par rapport à l'EPR. Et deuxièmement, par rapport au mix énergétique français, j'ai vu dans la slide que vous encouragez le développement des énergies renouvelables, etc. Et ils ont une efficacité énergétique qui reste beaucoup plus faible que le nucléaire. Donc, comment vous voyez le mix énergétique dans les années prochaines et comment est-ce que vous pouvez arriver à une énergie plus décarbonée? Alors, d'abord, c'est la force du lobby nucléaire français d'avoir réussi à installer dans les esprits, un, que le nucléaire c'est pas cher, deux, l'efficacité énergétique agricole, et trois, qu'il fallait choisir entre le nucléaire et la lutte contre le dérèglement climatique.
Ces trois éléments se font. Aujourd'hui, tous les rapports d'un rapport parlementaire qui a 3 ans, 4 ans, montrent que le coût du nucléaire a été très largement sous-estimé. Une partie des investissements ayant été financés par les impôts et une partie des externalités négatives que sont notamment présents des déchets n'ayant jamais été mis dans le calcul du prix du kilowattheure. Aujourd'hui, on s'élève, et il y a un livre qui est sorti d'un journaliste du Parisien sur le nucléaire français, qui dit que de toute façon, maintenant, le nucléaire est perdu pour des raisons économiques, parce que la production d'électricité renouvelable est devenue totalement concurrentielle, même un nucléaire ultra-moderne, je crois que c'est 105 euros du kilowattheure qui sont prévus pour le nucléaire de Grande-Bretagne, plus rien n'est compétitif. Donc de toute façon, le nucléaire, en fait, c'est vraiment un éléphant blanc que je pense que même on pensera que ce sera aussi véritable unité à l'époque. Sauf que maintenant, on est un peu engoncé là-dedans, et puis aussi dans une intoxication des esprits autour de cette question. Aujourd'hui, penser la transition, c'est pas dire on va faire du charbon à la place du nucléaire, c'est penser l'efficacité énergétique de manière globale, c'est-à-dire la production renouvelable. Et je vous invite à aller regarder 2 scénarios, celui de mégawatts, ou aussi celui qui a été publié par la BEL. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce scénario. La BEL avait eu commande un scénario France indépendante énergétiquement sans renouvelable. Le scénario a été produit et le ministère de l'écologie a interdit le rendu public. Donc effectivement, à partir du moment où on rend public que cette solution est possible, ça empêche totalement de mettre en œuvre, en tout cas de publiciser l'alternative que vous avez dit. Aujourd'hui, on sait faire un scénario 100% renouvelable en France, moins coûteux qu'un scénario avec du nucléaire. Donc, ensuite, le sujet, maintenant, il est même plus très rationnel. Hein. Il est politicien en mauvais sens du terme. Voilà. Et donc, on verra bien quelles seront les annonces. Il y a l'ensemble des ONG qui feront une conférence de presse la semaine prochaine et qui diront qu'aujourd'hui, on sait travailler sur un modèle qui vole, pour parler du vocabulaire des ingénieurs, économiquement, techniquement, sans nucléaire, avec une grande partie d'économie d'énergie aussi. Et effectivement, il y a une réalité, c'est que notamment le développement du nucléaire a poussé au développement du chauffage électrique, qui est sans doute la plus grosse des aberrations sur le plan de l'efficacité énergétique. Donc ça veut dire changer beaucoup de choses, mais ce n'est pas du tout impossible. Donc cette alternative, elle est inopérante aujourd'hui. Bonjour Madame Dufault, merci beaucoup pour votre venue ici. J'aurais une question à vous poser. Vous avez critiqué l'action du gouvernement d'Emmanuel Macron, et je pense que vous avez critiqué de bonne raison, puisqu'il a annoncé que 600 millions d'euros du budget dédié à l'écologie allait être alloué au budget général. Mais ma question concerne surtout en réalité les autres échelles, à savoir notamment l'échelle européenne. Est-ce que, en réalité, l'Union européenne est capable, je ne vais pas dire mais juste une organisation capable de traiter ces défis environnementaux et de traiter la réalité d'aujourd'hui. Quand on voit par exemple le CETA, le NAFTA, sur des textes qui ont été négociés à la base, qui ont mis énormément de temps à être rendus publics, qui ont été négociés avec beaucoup de lobbyistes et peu d'intervenants d'associations, par exemple, ou représentants de la société civile. Et est-ce que finalement, ça se va plutôt à une échelle locale qu'il faudrait réfléchir, comme à une municipalité, aux collectivités territoriales? Voilà. Alors la réponse, c'est qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui peuvent se prendre à l'échelle locale et d'autres qui ne peuvent pas être pris à l'échelle locale. C'est-à-dire que même si vous avez, je disais tout à l'heure, si vous avez des individus qui sont absolument parfaits, et qui ne consomment que des produits bio, qui ont rejettent absolument aucun déchet, ils vont quand même vivre dans un univers qui est pollué par les perturbateurs endocriniens, qui est pollué par les particules fines, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se décident pas au niveau, on ne peut pas créer des éventualités autour de certains périmètres. Donc je pense qu'il y a des choses qui se passent au niveau local, et la résistance à l'inaction des États en matière de lutte contre les règlements climatiques, et beaucoup le fait que les grandes métropoles, par exemple, il faut le reconnaître, hein, la Alliance CAC 40, etc., montre qu'il y a une mobilisation de toutes les grandes métropoles à l'échelle du monde, y compris les grandes métropoles américaines face à l'inaction ou même au sabotage de Donald Trump. Mais je pense qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on va s'attaquer à ces questions avec un seul périmètre local. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre, c'est seulement 1%, mais c'est quand même 1%. C'est quand même beaucoup. Donc on peut faire bouger les choses, mais il y a un certain nombre de questions qui doivent être prises en charge au niveau européen. Est-ce que les institutions européennes actuelles le rendent possible?
l'Europe s'est constituée dans une situation qui était très complexe après la guerre, a réussi à mener des projets en commun. Parce qu'on a réussi à faire Airbus ou Framatome, on est tout à fait, ou Euratom, on est tout à fait capable de faire, d'imaginer qu'il y ait une grande politique de transition énergétique, par exemple, à l'échelle européenne. Donc, la question, c'est pas une question d'institution en elle-même, c'est une question de choix d'orientation politique, de mise à l'agenda par les responsables politiques. Et c'est plutôt là qu'est la difficulté. Je pense que je ne veux pas non plus accabler les responsables politiques. On a un problème de durée, c'est-à-dire que les décisions que vous allez à prendre pour engager la transition énergétique, qui sont nécessaires, vous n'en verrez les résultats positifs qu'après votre départ et surtout après votre échéance électorale. Je pense qu'il y a ça aussi qui empêche un certain nombre de dirigeants politiques qui se disent que dont la réflexion est majoritairement une réflexion court-termiste. Ça vaut aussi pour le niveau européen, avec un tropisme au niveau européen qui est l'obsession financière ou bancaire de la stabilité de la monnaie, de l'indépendance de la Banque centrale qui rend très difficile les politiques d'investissement massifs dans certains secteurs. Mais une fois que j'ai dit ça, je sais aussi que c'est une échelle pertinente pour engager certaines politiques. Donc il y a effectivement une difficulté et une contradiction qu'il va falloir réussir à surpasser. Bonjour Madame Duflo. La semaine prochaine, on reçoit Bertrand Dallet, l'ex-directeur général de la Banque mondiale. Et sa thèse est très simple. Il promeut que la résolution des enjeux environnementaux, le populisme par exemple, et les inégalités de richesse pourront être résolues grâce à la finance, et notamment la finance coopérative internationale avec les agences de développement. Et que là, je vais vous demander votre avis de ce que vous en pensez. Ce que je trouve intéressant, on travaille avec plusieurs organismes internationaux, c'est notamment l'échange qu'il y a eu entre la directrice générale de FMI et Willy Bianima à l'occasion de la publication de l'indice mondial d'Oxfam sur les politiques en matière de réduction des inégalités. Et je crois que toutes les institutions internationales sont maintenant conscientes du danger que représentent les inégalités et du danger pour la stabilité politique, du danger pour la stabilité économique. Donc je ne sais pas si c'est la finance coopérative ou je ne sais quoi, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que est en train de mûrir au plus haut niveau, y compris dans des institutions dont on ne pensait pas qu'elles y étaient sensibles, la réalité d'un danger. Et surtout un contre-discours du discours qui pendant des années a été que l'accroissement des richesses entre les mains de quelques-uns, ça allait permettre la redistribution, ça allait permettre que le système fonctionnait de cette manière-là et qu'ensuite on allait pouvoir voir le ruissellement. Ça ne s'est jamais produit, c'est quand même ça qu'il faut voir, et surtout là on atteint un moment de déséquilibre et déséquilibre massif. Donc je pense qu'y compris pour la pérennité de leurs propres actions, ces institutions comme le FMI, qui a évolué par rapport aux politiques qu'il a demandé dans les années 80 dans les pays d'Amérique du Sud, par exemple, il y a une évolution des grandes institutions internationales. Est-ce qu'elle sera suffisamment rapide, d'une ampleur suffisante? C'est une bonne question. Merci beaucoup. On parlait tout à l'heure de la réforme de l'échelle européenne, et du coup, moi je voulais savoir si vous pensiez qu'il n'y a pas de financement sur le projet de réforme de la TCE pour que la création monétaire serve en fait, à la transition écologique. Oui, c'est les marchés financiers. Savoir si vous aviez étiez au courant du projet de pacte financier. Oui, bien sûr. Alors, comme ça, on travaille depuis longtemps, on va relancer un appel sur d'autres sources de financement, notamment sur la taxe sur les transactions financières à l'échelle de l'Union européenne pour financer les politiques d'aide au développement. Donc, l'outil financier, c'est une marge de manœuvre considérable, bien sûr. J'ai parlé de politique fiscale à l'échelle française, mais l'outil financier, la mobilisation des flux financiers, et notamment cette idée, c'est tout le sens du financement du fonds d'aide au développement par la taxe sur les transactions financières et par la taxe sur les billets d'avion. Il y a une forme de justice en termes de réflexion, de dire ceux qui profitent le plus de la mondialisation contribuent à financer les biens publics mondiaux. C'est ça la logique. Et donc oui, utiliser les outils financiers, les instruments financiers et les institutions financières comme levier pour la transition énergétique, bien sûr que ce serait une très bonne idée, ce serait que l'utile. Et j'espère que cette conversion psychologique va arriver. Et sans doute que les mouvements politiques, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays ces derniers mois, et la France est à l'agenda des pays vulnérables,
priori. Et c'est vrai que l'exemple récent de la fiscalisation du diesel pourrait donner du grain à moudre à ça. Sauf qu'en fait, ça ne se prend pas indépendamment de tout le reste. Et on peut avoir le sentiment qu'on fait ça en disant que c'est écolo et qu'on ne fait rien du reste. Que quand on ferme des lignes de transport ferroviaire, quand on supprime les trains de nuit, quand on... je pourrais continuer la liste des mesures qui ne sont pas des mesures qui vont en sens de la transition écologique, mais que je suis champion de l'écologie parce que je taxe le diesel, les gens peuvent avoir le sentiment qu'on se motive. Donc je pense qu'il faut quand même faire prendre les gens pour des imbéciles et qu'on voit bien qu'ils regardent les choses de manière globale. Est-ce que les choses ont changé? Moi j'ai le sentiment quand même, mais pour une raison difficile, c'est que les conséquences du dérèglement climatique sont sous nos yeux désormais. Il faut aller voir la côte du Sénégal, le fait que les pêcheurs n'ont plus les moyens, la possibilité de garer leur pirogue parce que la flotte a reculé, parce que les maisons tombent dans la mer, parce que le dérèglement climatique c'est une réalité aujourd'hui. Depuis 15 ans, la France précède, ces 3 dernières années, elle a recommencé à augmenter. La cause quasi exclusive, c'est la sécheresse qui devient une sécheresse durable, une pique de sécheresse, et donc une difficulté d'approvisionnement. Donc je pense que cette réalité fait aussi mûrir l'acceptabilité d'un certain nombre de politiques écologiques. Mais j'ai dit qu'il faut qu'elles soient justes, et c'est vraiment tout ce que défend Oxfam, je trouve que ça s'accompagne d'une politique de lutte contre les inégalités, et ces inégalités les plus pauvres qui souffrent le plus des conséquences du dérèglement climatique, la précarité énergétique, c'est celle qui touche les plus pauvres de ce pays, ceux qui vivent dans les logements et les passoires thermiques, ce sont les plus pauvres aujourd'hui. Donc on sait bien que si on ne pense pas, c'est vraiment notre conviction, c'est que si ces deux sujets ne sont pas pris en œuvre de la même manière, oui, on peut se dire qu'un certain nombre de mesures pourraient être perçues comme impopulaires. C'est pour ça qu'il faut s'attaquer aux deux questions simultanément. On va prendre encore une autre question avant de terminer la conférence. Moi, j'avais des questions qui ressortent un peu de tout ce que vous avez déjà dit, notamment sur la question de comment on mobilise les politiques pour avoir vraiment des politiques actives sur le dérèglement climatique. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps du New York Times Magazine qui s'appelle The Decade of Climate Change, quelque chose comme ça, qui explique que pendant la décennie entre 1979 et 1989, en fait, il y a eu des réunions avec des Pentagone, de la Maison Blanche, etc., où les politiques à très haut niveau ont discuté de la question et ont décidé, évidemment, de ne pas régler la question du changement climatique. Donc moi, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas poursuivre en justice de la même manière que le maire de Grande-Synthe est en train de poursuivre l'État, ou encore que les enfants de l'État d'Oregon sont en train de poursuivre l'État d'Oregon pour inhalation. Est-ce qu'on ne peut pas poursuivre les politiques en justice pour inhalation face à des générations à venir? Ensuite, j'avais une petite remarque. Vous avez beaucoup parlé du dérèglement climatique sans jamais mentionner la question démographique. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous préférez le discours en fonction du public que vous avez des jeunes, des étudiants, auxquels on peut encore laisser espérer une vie familiale et un nombre d'enfants qui pourraient choisir. Il me semble qu'on n'entend pas assez dans le débat public qu'en fait, la majeure contrainte qui fait qu'on a du mal à arriver à la question climatique, c'est la surpopulation. C'est ça, on a encore très très rarement. Je vais commencer par cette question parce qu'en fait c'est une fausse question. C'est une question détestable et je vais vous dire pourquoi. Parce que le sous-jacent souvent, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de problème démographique en Europe ni dans l'Amérique du Nord. Il y a effectivement une augmentation démographique très importante, en Afrique notamment, et que donc c'est très confortable, je ne dis pas du tout que c'est ce que vous pensez, mais j'ai souvent entendu ce discours, il y a une tribune qui a été publiée dans le Monde il n'y a pas très longtemps, qu'en gros, le vrai sujet c'est que les Noirs font trop d'enfants. Si je suis un peu provocatrice. C'est doublement faux. La première, c'est que c'est pas du tout les enfants là qui émettent des gaz à effet de serre. Je l'ai dit tout à l'heure sur les chiffres, première chose. Deuxième chose, la réalité de la solution, on la connaît déjà. Elle n'est pas du tout contrainte. Je suis celle qui a été assise exactement à 3 mètres d'Yves Cochet quand il a lancé son droit, il recommence encore régulièrement, qu'il appelle la grève du troisième rang, c'est-à-dire le fait de pénaliser les femmes, exclusivement les femmes, parce que les hommes, il suffit de
Elle est en cours dans les pays du Maghreb. Elle nécessite, il y a 10 ans, on disait deux choses. Un, l'accès à l'éducation de toutes les filles. Deux, la contraception. On sait maintenant, avec ce qui s'est passé au Maghreb, que seulement l'accès à l'éducation de toute une génération de filles permet une transition démographique en une génération. C'est-à-dire que la dimension coercitive est absolument inutile. Je le redis parce qu'il faut bien le mettre dans sa tête. Et le vrai sujet, c'est qu'effectivement, il y a une question qui se pose en Afrique, qui est alors le nombre d'enfants, mais aussi le nombre d'enfants qui meurent, c'est-à-dire une situation très grande de mariage forcé, de grossesse très précoce, qui est liée très directement à l'absence d'accès à l'éducation des filles. On pourrait revenir sur ce débat dans les pays qui ont été très longtemps colonisés, mais la réponse, et d'ailleurs vous l'avez vu, puisque personne ne fait abstraction de cette réalité, mais dans la quatrième phrase, c'est la quatrième des options, c'est l'éducation des filles. Et ça, c'est quand même le truc le plus simple à mettre en œuvre. Ça, on sait faire une école, même dans un certain nombre de pays, il n'y a même pas besoin de construire un bâtiment, il suffit juste d'avoir des enseignants. C'est quand même, en termes de mise en œuvre, c'est d'une simplicité absolue. Donc aujourd'hui, gérer la transition démographique à l'échelle de la planète, c'est éduquer une génération de filles. Parce que c'est cette génération immédiatement, si on commençait aujourd'hui, la transition démographique se ferait immédiatement. On le sait maintenant depuis 20 ans. Si vous relisez le livre, donc ce fameux La bombe H qui a été publié dans les années 80, on n'est pas du tout sur ce scénario-là. Parce qu'ils imaginaient que dans d'autres pays, les pays d'Amérique du Sud, les pays du Maghreb, seraient dans la même explosion démographique que celle qu'on connaissait en Afrique. Sauf que, comme je dis, ils ont vécu cette transition démographique grâce à l'éducation des filles. Donc il faut vraiment se sortir de la tête que le problème doit être d'interdire aux femmes, parce que c'est souvent ça qu'on dit, aux femmes d'avoir des enfants. Il faut simplement permettre l'éducation de toutes les filles. Et pas se dire que c'est ça la cause principale. Donc, surtout, la manière dont est pris ce discours, et j'ai vu une jeune femme, ça m'a un peu fait mal au cœur, parce que moi, je ne défends pas du tout que ce soit un accomplissement, qu'il faille avoir des enfants pour être une femme. Je pense qu'il y a des femmes qui sont très bien de ne pas avoir d'enfants, il ne faut surtout pas qu'elles se forcent. Et que la pression sociale au fait d'avoir des enfants est aussi détestable que celle qui vous limiter ou vous dire à quel âge il faut les avoir. Donc, en fait, il faut foutre la paix aux femmes et laisser les petites filles aller à l'école. Voilà, c'est quand même assez simple comme solution à mettre en œuvre. Et ce que je dis là, ça appuie sur tout le travail des démographes qui ont travaillé ces 30 dernières années. Bon, déjà, la bombe H, qui était ce fameux livre qui avait beaucoup excité des écologistes de ma famille, historiquement, ne s'est pas avéré réel. Et on sait aujourd'hui que la transition démographique, elle est créée de cette manière. Vraiment, je pense qu'il faut être conscient de ce point, parce qu'on essaie d'affoler tout le monde avec cette question-là, avec des jeunes femmes dont j'entends dire je prends l'engagement de jamais avoir d'enfants, et ça ne changera pas le problème. Comme je le disais, c'est pas une décision de tel ou tel. Sur ces sujets-là, ce sont des décisions politiques publiques et politiques globales, mais c'est sans doute l'éducation des filles la chose la plus simple à mettre en œuvre. À côté, la construction des éoliennes, c'est plus compliqué. Pour répondre à votre question précédente, oui, c'est une vraie question. Pour le coup, l'initiative de l'ONG Ouganda aux Pays-Bas montre que non seulement ils ont utilisé cette action, mais qu'en plus, ils l'ont fait aboutir puisqu'ils ont gagné en première instance et en appel. Et comme l'a montré la démarche d'Amir Karel, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent sérieusement à cette option, en sachant que dans cette école en France, le système judiciaire n'est pas du tout le même et n'est pas du tout préparé à ce type d'action. Je pense qu'on va s'arrêter pour les questions. Donc, encore une fois, merci Madame Duflo. Au nom de l'ensemble de l'équipe de Mandela et de Management, on vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre venue aujourd'hui. On aura balayé plein de sujets intéressants qui nous concernent tous, c'est nous la génération de demain. Un grand merci encore. J'aimerais également remercier nos partenaires qui rendent possible